Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram en l'honneur des 1000 abonnés que nous avons atteints sur YouTube. On est super content avec Louis, donc c'est parti pour les réponses. Du coup, on va faire un petit déroulé pour fonctionner, c'est-à-dire qu'on va d'abord répondre aux questions qui sont relatives à ATP, à la structure, à nos événements, à nos projets. Ensuite, on va répondre à tout ce qui est programmation, planification. Et après, vous êtes nombreux à avoir demandé et à avoir posé des questions du style quel exercice est bien pour tel sport ou tel mouvement. Et donc, du coup, on a un peu répertorié tout ça. Et ça sera la troisième partie des questions. Très bien. Première question, quelle étude avez-vous fait? Donc c'est une question qu'on nous pose souvent sur Instagram, donc automatiquement on y répond souvent, on va se répéter un petit peu. Je laisse l'honneur à Louis de se présenter. Pour ma part, je suis encore en master, donc master 2 préparation, expert en préparation physique et mentale. On fait ça au Stade de Tarbes juste à côté et je suis en stage du coup dans la structure ATP. Mathieu, quelles études as-tu fait? Du coup j'ai fait un master 2, expert en préparation physique et mentale au Stade de Tarbes juste à côté et je l'ai fait il y a quoi? Il y a 5 ans, 6 ans, donc je suis le maître de stage de lui et voilà quoi, donc transmission des savoirs et apprentissage aussi des plus jeunes du coup parce qu'ils ont des infos que nous les anciens on n'a pas forcément, donc échange mutuel. Voilà. Comme dans toutes les formations, la formation seule ne suffit pas, donc il faut aller chercher un peu à droite à gauche. Donc on a chacun une formation qui est commune, qui est le brevet fédéral niveau 2 d'haltérophilie et de musculation. Donc ça, c'est vraiment les formations proposées par la Fédération française d'haltéro. Et pour toi, Mathieu, je crois que tu as fait… Moi, j'ai le troisième niveau. La troisième, j'ai fait les BF3. C'est la seule année où on avait pu le passer avec le STAPS et je suis le seul à l'avoir obtenu. Donc voilà, j'ai le statut d'entraîneur en haltéro et donc toi, tu as le statut de moniteur en haltéro. Donc la différence se fait entre les deux, c'est juste qu'entraîneur, je crois qu'il y a plus de possibilités au niveau de planification et de programmation, mais après en termes d'initiation et d'entraînement, c'est exactement la même chose. Voilà. Et surtout que moi, c'était les premières années où je l'ai passé et c'était une formation qui était complète mais moins poussée. Et du coup, 5 ans après, automatiquement, on a poussé un peu plus, le STAPS a poussé un peu plus et c'était quand même plus dur d'obtenir le moniteur que quand moi je l'ai eu. Et l'entraîneur, pareil, quoi. Du coup, ça doit être équivalent au moniteur. CrossFit Level 1 aussi? Et CrossFit Level 1 aussi, c'est vrai, ouais. Donc je l'ai passé. Maintenant, je ne l'ai plus parce que du coup, il faut le repasser tous les 5 ans et c'est un petit peu cher, donc je ne l'ai pas renouvelé. Mais j'ai eu mon CrossFit Level 1, donc c'était un week-end très intéressant. Ça m'a permis de bosser dans des salles de CrossFit. Et voilà, donc en termes d'expérience et tout, ça est bien apporté, mais après, en soi, pour ATP, il n'y en a pas besoin, donc je ne l'ai pas repassé. Deuxième question, dites-nous en plus sur Bimor Athlétique. Dis-nous en plus. Bimor Athlétique, c'est un petit peu le slogan d'ATP. Qu'est-ce que ça veut dire Bimor Athlétique? C'est tout simplement une traduction de être plus athlétique. Donc ça sonnait mieux en anglais, donc automatiquement on l'a utilisé. Ça allait du coup en cohérence avec Athletic Training Performance, qui est un peu un nom anglophone si on peut dire, en résonance anglaise. Donc du coup voilà, Bimor Athlétique, ça s'accompagnait bien avec. Puis je pense que c'est plus tapant de dire Bimor Athlétique que être plus athlétique. Voilà. Après, en termes de connotation, en fait, le principe de Bimor Athlétique, ça reprend aussi le principe de l'ADN. C'est-à-dire qu'Athletic Training Performance, si on prend les initiales, c'est ATP. Donc tous ceux qui ont fait STAPS, médecine, kiné, savent très bien que l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate et que c'est la molécule qui est à l'origine de la contraction musculaire et la production d'énergie. Donc quand on parle là avec Louis, quand on boit notre café, quand vous nous écoutez, on utilise tous de l'ATP. Donc c'est l'origine du mouvement. Et l'ADN, c'est aussi le processus on va dire de production d'énergie, des filières énergétiques, la programmation, l'entraînement, tout ce qui fait que ça permet de booster une personne, de la rendre la plus complète possible, plus athlétique, tout simplement. Donc voilà, le slogan vient de cette idée-là, tout est lié, quoi. Le nom, le logo, le slogan. Donc être plus athlétique, ça s'accorde à la santé, parce qu'une personne qui est sédentaire, qui fait rien, mais qui, en venant dans la salle, pratique, s'entraîne, va être capable de monter des escaliers plus facilement, pour moi, c'est être Bimor Athlétique, tout comme l'athlète qui va être plus performant parce que tout simplement, il a travaillé, il a amélioré ses performances et il va plus vite sur le terrain.
Donc, troisième question, pouvez-vous nous en dire plus sur le bootcamp? Du coup, vas-y. Pour le bootcamp, l'idée c'est de vous immerger dans la philosophie ATP. Donc, en gros, on va pas vous dévoiler exactement ce qu'il y aura dedans, mais c'est vraiment voilà, venir aux entraînements, voir un peu comment on s'entraîne, quelle est la philosophie derrière nos séances, partager un petit peu l'univers qui plane ici, l'atmosphère. La communauté aussi. La communauté, bien sûr. Peut-être faire des sorties en extérieur et voilà. On a les montagnes qui sont pas très loin, donc à 40 minutes de route on a accès aux Pyrénées, il y a de très belles randos, il y a moyen de faire des bains froids dans des lieux qui sont assez sympas. Ceux qui nous suivent sur YouTube, du coup vous avez vu la vidéo bains froids qu'on a proposé, donc voilà, c'est peut-être des choses qu'on va proposer. Peut-être des séminaires aussi, nutrition ou haltéro, au choix, ouais, si voilà, ça vous intéresse. Ça va dépendre aussi des gens qui viendront au bootcamp. C'est quand même, tout à fait. Fin août, le 25 et 26 août, si je dis pas de bêtises, je vérifie juste sur l'ordi pour être bien sûr quand même. Mais ouais, non, heureusement que je vérifie. C'est le 21 et le 22 août, donc bootcamp, training camp. Donc voilà, le but, ça va être de venir s'entraîner chez ATP. On va vous proposer tout un week-end organisé afin que chaque personne puisse vraiment se plonger, comme tu as dit, dans notre univers. Mais pour tous ceux qui nous suivent sur Instagram, vous regardez nos stories, vous regardez nos entraînements, nos exercices inédits. Là, vous allez tout retrouver si vous venez à ce week-end. Donc, avec l'interaction en plus. L'interaction en plus. On vous attend nombreux. Quatrième question qui nous a été posée, quand est-ce que vous ouvrez une salle en Auvergne? Compliqué, surtout que l'Auvergne c'est perdu et franchement j'ai pas envie d'aller en Auvergne. Alors, ça fait envie à personne l'Auvergne. Non, en vrai vous êtes nombreux à nous demander quand c'est que vous ouvrez à Toulouse, à Marseille, à Paris, etc. Donc on a quand même une structure de 500 mètres carrés. On a quand même pas mal d'adhérents, pas mal d'athlètes à gérer, toute la communauté Instagram aussi à gérer quand même, c'est quand même du travail. Et donc c'est vrai qu'on a pour projet d'ouvrir des salles et le problème c'est qu'il faut trouver du temps. Le Covid c'est quand même un gros frein à tout ça. Ça a été un gros frein à tout ça, ça risque de l'être encore, voilà, on sait pas, on vit au jour le jour, hein, on ne sait pas si ça va repartir cet hiver ou pas, donc c'est dur de se projeter. Donc voilà, il y a sûrement possibilité qu'une salle s'ouvre. Peut-être en Auvergne. Peut-être en Auvergne. Mais voilà, pour l'instant, c'est juste un projet. Donc wait and see où ça va ouvrir. Donc on passe à la partie programmation, planification. Première question, c'est la plus complète et la plus générale. Quelle est la meilleure façon de travailler toutes les qualités physiques sur le long terme? Donc sur Insta, j'ai quand même discuté avec la personne qui nous a posé la question. Sur le long terme, elle se projette sur plus d'1 an et vraiment par toutes les qualités physiques, elle entendait vraiment être le plus complet possible. Okay. Donc elle ne nous a pas précisé forcément le sport ou quoi, mais voilà. Pour toi, quelle serait la meilleure façon de travailler toutes les qualités physiques sur le long terme? La première réponse, ce serait de savoir pourquoi en fait elle veut travailler toutes ces qualités physiques, dans le sens où en fait ça va dépendre de votre sport. Si on est rugbyman, on va pas travailler les mêmes qualités que si on est nageur en fait. Et donc ça va beaucoup jouer sur le choix des qualités physiques. Après, donc ça de 1 et de 2, si on veut tout de même développer toutes les qualités, donc l'endurance, la puissance, la force, etc., ça peut être un bon objectif aussi. Ça rentre aussi dans tout ce qu'on disait en début de vidéo avec le Bimora Athletic. Si on veut vraiment maîtriser son corps au maximum, en gros, il faudrait faire des cycles. Un petit peu, voilà. On sait qu'il y a des interférences qui peuvent exister entre les différentes qualités qu'on entraîne et les filières qu'on travaille. Donc voilà, un programme bien construit et qui évolue au fur et à mesure de la saison ou de l'année s'il n'y a pas de saison. Ouais. Tu aurais répondu quoi? À peu près la même chose. De toute façon, on peut travailler toutes les qualités physiques en même temps. Si on ne fait pas un sport en particulier et qu'on est juste quelqu'un qui veut s'entraîner pour être en forme, du coup, on peut. Il y a des gens qui existent, qui ont envie de travailler, qui réussissent et qui vont faire du VTT, des randos en montagne, qui font de la force quand ils vont à la salle, qui nagent quand ils vont se balader par là. Donc voilà, il y a vraiment possibilité. Après, comment tout optimiser? Franchement, ça va être le programmateur, le préparateur physique, le coach qui doit être capable de bien agencer le programme pour éviter qu'il y ait des interactions, pour éviter le surentraînement, pour permettre la récupération. Il va y avoir des cycles qui vont mettre l'accent sur certaines qualités physiques, des cycles qui vont mettre l'accent, où ça va diminuer sur d'autres qualités. Avec ça, c'est une sorte d'ondulation. Du coup, vu que c'est sur le long terme, on peut se projeter. Ça rejoint l'idée Bimora Athletic, c'est vraiment l'idée
on avait développé un programme là, qui s'appelait ATP Training où il y avait 4 semaines d'entraînement avec 5 séances par semaine où le but c'était de travailler un petit peu tout. Donc c'est faisable, donc c'est ce qu'on fait au final chez ATP auprès des adhérents. Les adhérents travaillent. Un jour ils vont bosser le cardio, le lendemain vous bossez la force, le lendemain vous bossez le gainage, après on revient un petit coup sur le cardio, on fait un peu d'explo, voilà, on travaille tout. Donc si on veut être complet, il y a moyen de tout travailler. Donc il n'y a pas de meilleure façon. Parce qu'au final la question c'est ça, quelle est la meilleure façon? Il n'y a pas de meilleure façon. Ça dépend de l'athlète, ça dépend du préparateur physique, ça dépend de tout ce qui va graviter autour, donc il n'y a pas de réponse unique, ça vraiment au cas par cas. 1000 façons de préparer une même personne en fonction. Là on le voit chez ATP, on est 4 coachs différents, on est 4 coachs à programmer, à préparer. Il se peut que pour une séance et une thématique, il puisse y avoir 4 idées différentes. Donc voilà, il n'y a pas forcément. On va dire que la meilleure façon, ça serait la façon la plus logique et surtout celle qui correspond mieux à l'athlète. Question suivante qui nous a été posée, c'est les limites de l'exercice physique associé au corps féminin, donc prise en compte du cycle, avancée dans l'âge. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà avancé dans l'âge, je pense que personne ne voulait parler de ménopause. Franchement, il y a des femmes qui viennent s'entraîner à la salle, qui ont plus de 50 ans, donc qui ont probablement la ménopause. Après, on ne sait pas si elles l'ont pas. En tout cas, elles viennent, elles s'entraînent, elles font leur séance. Je ne pense pas que ça impacte directement la séance à partir du moment qu'il y a une certaine volonté. Après, peut-être qu'il y a une baisse hormonale, peut-être qu'il y a des coups de fatigue. Donc ça, c'est à prendre en compte, comme tout autre individu, comme tout autre athlète. On n'est pas tout le temps en forme. La ménopause peut sûrement accentuer ces moments de méforme ou ces baisses de motivation, etc. Donc en tant que coach, il faut prendre ça en compte, mais en tant que femme, il faut aussi le prendre en compte. Voilà, on arrive à un stade de la vie où il y a des perturbations, mais ça fait partie du jeu, du jeu de la vie, et donc du coup on est obligé de s'adapter. Et après, au niveau des cycles, c'est un peu la même réflexion et la même façon de fonctionner. On a des athlètes filles qui viennent à la salle, qui s'entraînent. Donc il y en a qui ont des cycles menstruels plus ou moins forts et qui vont plus ou moins perturber leur performance. Voilà, il faut discuter, il faut échanger, il ne faut pas hésiter à dire que dans une période compliquée, voilà, c'est ça, qu'on est fatigué, les hormones travaillent énormément, donc il y a un impact obligatoirement sur la performance. Après, il y en a qui ont poussé le truc assez loin en disant à tel moment on peut travailler plutôt la force, à tel moment on peut travailler plutôt. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas les connaissances. Les athlètes femmes, je les entraîne peu importe la période, etc. Je prends juste en compte leur état de forme et du moment si elles sont fatiguées, si elles ne sont pas en forme, on adapte la séance, on fait autre chose, on réduit l'intensité, etc. Et je pense que c'est le meilleur moyen en fait de réussir à faire de l'activité physique à une personne. On sait que les phases jouent sur la forme et sur les réponses aux stimuli d'entraînement, et voilà, la communication, une fois qu'elle est établie entre l'athlète et son préparateur physique, ça va tout seul. Ça va tout seul. Après, du coup, la question c'était les limites de l'exercice physique associé au corps féminin. Au final, il n'y a pas de limite. La seule limite qu'il va y avoir, ça va être la fatigue et la motivation c'est ça qui vont fluctuer. Et puis on en revient à la personne, quoi. C'est vraiment l'individu qui va faire que les limites vont être là ou là, quoi. Donc voilà, il y en a pour qui elles sont fortes les limites, pour d'autres elles seront moins fortes. Ouais. Donc, ça varie, c'est ça. Question suivante, comment intégrer un cycle de force durant la saison? Donc on n'a pas de précision sur le sport en question. Ça pourrait être du rugby, du foot, du basket, un sport co, un sport individuel. Comment t'intégrerais un cycle de force durant la saison? Ouais. Alors, c'est un peu chiant ça, il y a du monde dans la zone, du coup on a toujours un avion qui passe, une voiture qui démarre, donc pour les films jeudi c'est toujours compliqué, on est obligé de couper, recommencer, voilà. Donc, petit aparté. Pour revenir à la question, un cycle de force durant la saison, d'abord il faut savoir que durant la saison c'est dur de développer les qualités, dans le sens où souvent dans les sports, je pense qu'il parlait d'un sport collectif entre guillemets. La Renault 5 dure pour démarrer. Mais alors ouais, comment intégrer un cycle de force dans la saison? C'est dur de développer les qualités physiques dans la saison parce qu'il y a le semainier, parce qu'il y a plein de... En sport co surtout. En sport co surtout, ouais,
les matchs, les échéances. D'échéance, voilà. Voilà, Chercher c'est le ça. mot d'échéance, qui vont venir jouer sur l'état de forme de l'athlète. Donc en général, on développe toutes les qualités durant l'intersaison, et ce qui se passe durant la saison, c'est qu'on les maintient, on essaie légèrement de les augmenter, mais en gros, c'est vraiment du maintien, des rappels et de la prévention de blessures, du gainage pour maintenir la fraîcheur physique des athlètes pour les matchs. Après, on peut très bien glisser des petits entraînements de force dans le semainier de l'athlète. Donc ça peut être un jour dédié où on peut aussi se servir de petites stratégies. On vous en glisse une d'ailleurs, par exemple pour développer la puissance, on sait qu'il y a une méthode qui est le contraste de charge, le lourd léger, où on vient faire une répétition lourde sur un exo, puis contraster avec des répétitions plus légères, exemple un squat plus des box jumps. Mais là par exemple on peut se servir de l'exo lourd, par exemple du squat, pour faire un rappel de force et de quand même bosser la puissance, donc 2 en 1. Deux en un, ouais, c'est Voilà, ça. ce serait ma réponse. C'est une méthode un petit peu stratégique pour intégrer la force, etc. Après, est-ce qu'on peut vraiment intégrer un cycle de force en saison, surtout dans les sports co, je dirais que c'est compliqué. Parce que la force, déjà, il faut quand même une certaine préparation pour y arriver dessus. Ça prend du temps et de l'énergie. La force, ensuite, ça bouffe du jus nerveusement, donc ça crame la tête. Et ensuite, le délai d'apparition des effets du travail de force ne se fait pas immédiatement. C'est pas parce que vous finissez votre cycle de force à semaine 8 que semaine 9 vous aurez tous les effets. Il y a des effets retardés qui peuvent aller de 4 à 8 semaines. Donc voilà, pour en tirer les bénéfices, il y aura peut-être des phases de fatigue. Donc après, ça peut se jouer. Ça on dépend peut du dire, sport aussi. voilà, là sur ce bloc de 4 semaines, on va fatiguer les joueurs. Tant pis pour les matchs et les résultats, mais on aura le pic de forme là. Ça peut être un pari aussi. Donc un cycle de force, ça s'intègre. Tout dépend du sport, tout dépend du niveau des athlètes, tout dépend du calendrier, tout dépend des volontés de l'entraîneur. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Et il y a aussi l'expérience des personnes qui sont encadrées. C'est sûr. Moi, j'ai des athlètes qui me suivent depuis 5-6 ans, qui sont bien préparés et que je sais si je fais un cycle de force de 2-3 semaines, par exemple, pour la trêve de Noël, ça va passer. Et il y en a d'autres que j'ai depuis 1 an qui n'ont jamais fait de prépa physique ou pas trop, je sais que ça passera pas, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi qui rentre en compte. Et puis pour les sports individuels, c'est beaucoup plus facile. Ouais, puisqu'il n'y a plus d'échéances, ou alors elles sont beaucoup plus éparpillées dans la saison, donc on peut là se permettre de fatiguer un peu plus l'athlète pour pouvoir lui permettre de développer ses qualités physiques, donc la force. En parlant de force, petite tasse caféine kilos d'ailleurs, pour la petite histoire. Donc caféine kilos, il n'y a pas de placement de produit. On aurait aimé caféine kilos, envoyez-nous un message. Donc 2 petites tasses qui viennent de chez Caféine Kilos, c'est une entreprise qui est américaine, donc Californie, Californie, il me semble. Ouais, on va pas trop s'avancer, mais peut-être. Donc voilà, celle-là, elle a été réalisée pour les championnats nationaux américains, et celle-là, c'est une tasse qui a été réalisée en l'honneur de l'équipe nationale d'haltéro. Donc voilà, l'haltéro qui est un sport qu'on pratique et qui nous plaît. Nous racine un petit peu. Ouais, nos racines. Moi, je regardais vachement California Strength et ils étaient tous habillés Caffeine Kilos et tout, et c'était il y a presque 10 ans, donc ouais, c'est une passion. Petit aparté. On passe à la question suivante qui est combien de temps garder le même programme et qu'il soit toujours efficace? Souvent, les programmes que je fais à mes athlètes, souvent ils changent toutes les 4 semaines. Parce que j'estime qu'au bout de 4 semaines déjà il y a une lassitude de répéter les mêmes séances, et qu'ensuite en général on a exploré, on a fait le tour un petit peu du programme, donc c'est le moment de changer. Après tout dépend de la qualité physique qui est à développer, parce qu'il y en a certains, il faudra faire des cycles de 6 à 8 semaines. Mais voilà, il faut garder une ligne directrice et mettre assez de variété. Par exemple, si on veut développer la force, on peut très bien commencer par un bloc d'iso, faire un peu d'excentrique, passer un petit peu sur du travail dynamique. Voilà, on peut faire de l'ondulation, ça permet de mettre de la variété, etc. Donc, mais bon, après, je pense que c'est plutôt un côté motivationnel qui rentre en jeu, que ce soit en haltéro, en force, en muscu, en crossfit, mais en crossfit pas trop, parce que ça change souvent, ou même dans une préparation physique d'un sport. C'est quand même bien de changer souvent. C'est ça. Après, combien de temps garder le même programme et qu'il soit toujours efficace? En fait, si on garde un programme trop longtemps et qu'on le fait tout le temps la même chose sur 4, 5, 6, 8 semaines,
à force on choque plus son corps et automatiquement le corps il va plus s'adapter, il s'est habitué à ce qu'on fait, donc du coup bon, ben, ça va stagner et c'est tout. Donc voilà, il faut essayer de changer quand même assez souvent. Ouais. La réponse ce serait tant qu'il marche en fait, tant qu'on a des effets bénéfiques, qu'on est motivé pour aller s'entraîner et que l'athlète est toujours dans cette stimulation et cette progression permanente, ben, autant garder le programme vu que l'athlète répond bien. Après voilà, il y a toujours ce stimulus motivationnel qui peut être plus ou moins impacté par la programmation et qui joue énormément sur les réactions en fait, que l'athlète va donner au programme. Complètement. Petit aparté sur les courbatures, c'est pas parce que vous avez des courbatures après un entraînement ou que vous n'avez pas de courbatures après un entraînement, on pense justement aux athlètes qu'on encadre, que la séance n'a pas marché en fait. Les courbatures, c'est pas vraiment un indicateur de la progression, c'est juste que le corps a du mal à récupérer par rapport à l'effort. Mais voilà. Il y a souvent un message au niveau du cerveau qui fait que on s'entraîne, on a des courbatures. Du coup, on pense qu'on s'est bien entraîné, du coup, on est courbaturé, donc c'est une bonne idée et que on a bien bossé. Et alors, du coup, on est gourmand de ces courbatures. Et voilà, c'est pas forcément la solution. On peut très bien progresser sans avoir de courbatures. Mais il en faudra quand même un petit peu. Ouais, il faudra quand même un petit peu. Surtout, en fait, les courbatures, on va les avoir peut-être au changement de programme ou quand on va intensifier, etc. Donc là, c'est très bien. Ça veut dire que tout simplement, on casse la fibre, on perturbe le corps. Et voilà. Mais au bout de 2-3 semaines, normalement, si on a vite réagi, il n'est plus censé d'avoir de courbatures. Donc voilà, il faut prendre en compte. Ça peut être un indicateur, mais c'est pas forcément source de progression ou de bonnes choses. Et voilà, il faut savoir contrôler et maîtriser les signaux, et notamment les courbatures. Autre question qu'on nous a posée, bon, elle est assez simple, mais c'est une vidéo sur la préparation physique basketball prochainement. On a fait le foot, on a fait le rugby. Récemment, on a fait la course à pied, le run. On vous met la vidéo juste ici. Donc le basket, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, faites-le nous savoir en commentaire. On fera la vidéo avec plaisir. Exactement, n'hésitez pas à envoyer des commentaires pour savoir ce qui vous plaît le plus, et nous ça nous motivera à faire une vidéo. Basket, c'est un sport qui est connu, donc très certainement qu'on va faire une vidéo dessus, surtout qu'il y a une notion de puissance qui est très intéressante. Donc on a fait pas mal de vidéos sur la puissance et le développement de la puissance. Ouais, et puis c'est cool, le basket, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire, donc on note. Question suivante, on nous avait demandé les exercices de renforcement pour la cheville. Comment renforcer sa cheville? Bon, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas directement d'exercice qui existe pour renforcer la cheville. La cheville, c'est une articulation, c'est pas un muscle, donc on ne peut pas directement agir dessus. Par contre, on peut travailler les muscles qu'il y a en périphérie pour essayer de la stabiliser. Et donc, notamment, on peut travailler les muscles des pieds. Donc, on a fait une vidéo sur Insta avec des exos pieds nus. Il y a une vidéo qui remonte un petit peu, mais qui était sympa, des petits exercices avec les serviettes, voilà, tout ça et tout. Il y a un article sur notre site internet sur l'entraînement pieds nus. Voilà, tout ça, ça permet de muscler les orteils, les voûtes plantaires, et donc du coup indirectement on agit sur le pied et donc la cheville. On améliore aussi la proprioception. La proprioception, automatiquement, c'est une méthode qu'a utilisée pour prévenir les blessures au niveau de la cheville. Donc proprio, c'est tout ce qui est travail. Alors c'est pas de la stabilité, c'est pas de l'équilibre, mais c'est des exercices où on va stimuler la prise d'information au niveau des capteurs proprioceptifs qu'il y a dans les tendons, dans les articulations, dans les muscles. Et la proprio, ça se travaille pieds nus de préférence, et ça se travaille plutôt sur surface dure. Ok, donc on voit souvent, là il y avait les Girondins de Bordeaux, ils ont mis une story sur Instagram où ils sont sur des coussins à picot avec une bambou barre, ça bouge dans tous les sens et tout, ils marchent. Et donc on peut penser que la proprio c'est ça. Quand on va chez le kiné, on est sur un bosu, sur un WAF, mais au final, là, il y a pas mal d'études qui sortent et qui en fait préconisent de plutôt travailler sur surface stable, dure. Tout simplement parce que quand on fait un sport co sur un terrain, la surface elle est dure, le parquet d'un stade de basket c'est dur, le court d'un tennis c'est dur, la montagne quand on va faire du trail c'est dur, la route c'est dur. Enfin voilà, donc c'est quand même, on n'a pas des choses molles où on a la cheville qui bouge comme ça. Donc il vaut mieux, pour stimuler le système proprioceptif, supprimer les sens comme la vue, l'ouïe. Ajouter d'autres informations. Voilà, ajouter des informations, des mouvements, etc. Des passes. Donc voilà, travailler la proprio, avoir une bonne proprio, ça permet de prévenir les blessures.
Et puis après, donc on a dit quoi? Muscles du pied, plio. et du coup les muscles Du mollet, le tibia de la jambe, antérieur, quoi, mollet. tibia antérieur, tibia Antérieur. antérieur, pardon. Les mollets, gastroc et solaire, voilà tout ce qui va permettre de venir aussi stabiliser. Donc si on prend la cheville ici, il y a le pied, il y a ce qu'il y a au-dessus, et voilà, plus on va travailler et stabiliser tout ce qu'il y a autour, et mieux ça sera pour la cheville. On peut aussi imaginer une progressivité dans le choix des exercices. Donc pour la cheville, imaginons que ce soit un sportif qui fasse beaucoup de bonds, on pense au basket, au volley. On peut aussi habituer l'articulation à amortir petit à petit tous ces impacts. Donc avec des exercices un peu comme la plio. D'ailleurs on a fait une vidéo sur la plio qui détaille toutes ces étapes. Ça peut aussi vous permettre de préparer vos articulations. On peut la mettre en lien. Juste ici. Ça peut vous permettre de préparer vos articulations à l'effort et du coup de les renforcer. Voilà. Question suivante, sûrement posée par un cycliste. Quel exercice pour mieux grimper à vélo? Alors on ne sait pas si c'est vélo de route ou si c'est VTT, mais voilà, on nous demande des exercices idéaux pour mieux grimper à vélo. Donc, Pour répondre à cette question, deux axes de réponse. Le premier, c'est le choix de la qualité physique. Donc grimper à vélo, d'après moi, ce serait plutôt de la puissance, ou si on est en fin de course, de l'endurance de puissance, pouvoir développer des watts alors qu'on est fatigué. Donc ça va être important dans le choix des modes de contraction et des méthodes que vous allez utiliser. Et après, dans un second temps, en fait, la réponse est dans la question comment grimper à vélo. Il faut entraîner les muscles qui vous permettent de mieux grimper à vélo. Donc c'est une action où vraiment on abaisse la jambe vers le bas. Donc l'idée, ce serait de travailler sur ce genre de pattern moteur là. Donc ça peut être avec des box step up, avec box step up, fente, hip thrust, voilà. Mais bon, de préférence en unilatéral du coup. Ouais, on va plutôt essayer de travailler quand même le quadri et le fessier, les ischios en stabilisation du genou, parce que bon, ils ont un rôle quand même indispensable dans le vélo. En fonction du type de vélo, cyclisme ou VTT, enduro, le gainage va avoir son importance aussi, tout ce qui est grip, endurance des épaules, etc. Petite chose que j'ai envie de dire quand même, très souvent on reçoit des messages, c'est quel exercice pouvez-vous nous conseiller pour être meilleur Alors c'est pas le choix de l'exercice qui fait qu'on va être meilleur dans un sport, mais c'est la méthode qui va être utilisée et le programme qui va être mis en place, la planification qui va être mise en place. Il y en a qui me disent ouais vas-y envoie-moi un exo pour ouais je peux t'en envoyer 10 000 exos, mais si tu sais pas comment l'utiliser, voilà. Donc là on vous dit fente, box step up pour être meilleur en vélo, mais si on vous donne pas la méthode derrière, vous aurez beau faire 1000 fentes par jour, si vous n'avez pas la bonne méthode, vous grimperez pas forcément mieux en vélo. Donc attention du coup aux réponses qu'on donne. On nous demande quel exercice utiliser, on vous dit quel exercice utiliser, mais voilà, la solution c'est qu'une partie de la réponse, c'est même 10% de la réponse, tout le reste derrière est beaucoup plus important. Voilà, on pourrait peut-être utiliser des exercices moins spécifiques au vélo, par exemple un squat complet, ça reste quand même assez proche, mais au niveau de l'amplitude et tout ça, c'est peut-être pas la même chose. Mais avec la bonne méthode, ça serait peut-être plus efficace que des fentes mal utilisées. Parce que voilà, si vous mettez chez vous et que vous faites des prisoners lunge pour essayer d'être meilleur en vélo, je suis pas sûr que ça marche, même si vous en faites 2000 dans la journée. Donc voilà, attention vraiment à ce côté-là et du coup à pas utiliser n'importe quel exercice et n'importe quoi. On est là pour ça, de toute façon. Exactement. Question suivante, comment casser l'appréhension du handstand? Donc le handstand, on rappelle, c'est la marche sur les mains que font les gymnastes ou les crossfitters de nos jours. Mathieu, comment casser cette appréhension? Déjà, le gars nous disait dans la question que c'était pas forcément quand il était contre le mur qu'il avait peur, mais c'était de se lancer dans le vide. Donc une appréhension qui est connu entre guillemets quand on a coaché en crossfit, automatiquement en crossfit on fait des HSPU, etc. ou qu'on a coaché en gym, il y a cette notion de mettre la tête à l'envers où on se retrouve dans un monde parallèle où vraiment rien ne fonctionne comme quand on est à l'endroit, c'est vraiment le cas. Moi le premier, j'avais peur de mettre un stand quand j'ai commencé le crossfit il y a 6 ans. Et c'est souvent le fait de se retrouver tête à l'envers, d'avoir le monde qui tourne et d'avoir une perte tout simplement de ses repères sensoriels et proprioceptifs, visuels aussi. Donc c'est un peu comme le vertige, quoi. La première fois qu'on monte à la corde par exemple, il y en a qui peuvent avoir cette sensation de peur et à force de le faire, automatiquement
cette appréhension diminue. Facile comme réponse, il suffit de faire pour enlever l'appréhension. Mais non, il existe des exercices pour enlever l'appréhension du handstand. Déjà, ça va être peut-être apprendre à faire des roulades, tout simplement parce que souvent, voilà, les personnes qui font du handstand, elles ont peur que les bras et les épaules ne tiennent pas, que tout s'écroule et pas une fracture de la nuque et on est en PLS tout le reste de sa vie. Donc voilà, l'apprentissage de la roulade avec des tapis style Dima bien épais pour apprendre à tomber et tout, c'est quand même déjà une bonne approche. Déjà, ça enlève une bonne part de peur. Et après, on peut tout simplement utiliser un spotter ou un pareur qui vient voilà, vous attraper les pieds, vous bloquer les pieds, etc. Histoire de tout simplement être capable de monter en handstand et bon, d'être rassuré entre guillemets. Et une fois que la personne est rassurée, on peut la faire marcher un petit peu, on peut essayer de la lâcher une jambe ou l'autre ou les deux, voir comment elle réagit dessous et déjà c'est pas mal. Je sais plus qui c'est qui en avait parlé, mais il y a aussi tout ce qui est passage avant justement cette phase de lancer, de piquer, comme on pourrait dire avec un vocabulaire un peu brutal. Mais ouais, juste le headstand, pardon, juste tenir sur sa tête, qui est un mouvement de yoga, ça peut déjà vous permettre de vous familiariser avec cette position. Et du coup, voilà, beaucoup moins appréhender le mouvement. De toute façon, ce sera la progressivité, comme dans tout, qui mènera à la réussite du handstand, à la suppression de cette appréhension. Il y a aussi les wall climb qui permettent de monter. S'il y a le mur ici, wall climb, je vais monter. Et après, une fois qu'on est là, c'est tout simplement décoller un pied, puis l'autre, et déjà avoir cette sensation un petit peu de tomber dans le vide ou d'être tenu par rien du tout, qui permet d'enlever cette appréhension. Vous avez déjà des bases. Voilà. Quelques bases, après voilà, on peut toujours imaginer pousser le truc un peu plus loin. Je sais plus quel gymnaste parlait du fait de d'abord vouloir tenir sur les mains en free handstand, c'est-à-dire sans mur, avant de vouloir marcher. En fait, c'est logique, quand on y pense, on est debout, on apprend d'abord à tenir toujours debout. Une notion de progressivité. Voilà. Donc quelques clés qui peuvent vous aider à réussir à apprendre le handstand. Après, il y a les conseils du bon coach bien bourrin. Tu débranches le cerveau et tu te jettes dans le vide et tu vois comment ça se passe. Donc, on déconseille cette méthode. Bien sûr, bien sûr. Question sur le gainage. Quel exercice d'abdos préconisé quand on a mal au dos? À toi. À moi. On est parti. Donc, quels exos pour le gainage quand on a mal au dos? J'aurais tendance à dire tout d'abord les abdos hypopressifs. Je sais pas, oui, tu connais bien sûr. C'est donc on n'a pas fait de vidéo dessus, mais vous pouvez en trouver normalement sur YouTube. C'est vraiment des respirations, apprendre à serrer ses abdos sans forcément avoir de mouvement autour. Et ça constitue déjà une base pour créer un gainage solide avant de passer sur des exercices plus dynamiques et donc un peu plus traumatisants. Là, on va travailler quoi? Le transverse, diaphragme, peut-être sur le périnée aussi. Ouais, l'importance du périnée, on n'en parle jamais assez, mais c'est vraiment quelque chose. On en parle souvent pour les femmes qui sont enceintes en rééducation post-accouchement, mais au final, c'est valable. Pour améliorer le gainage, c'est valable aussi. Ouais. Voilà, donc j'aurais tendance à dire ça. Ensuite, des exos de gainage qui ne sont pas des exos de gainage à proprement parler. Donc à l'ATP, on utilise pas mal de mouvements 3 en 1 entre guillemets. Ouais. Après, moi avant de parler de ça, je parlerai quand même aussi du placement et du bassin. Très souvent, on voit des gens, allez hop, fais le gainage sur les coudes, le bas du dos, il est creusé direct comme ça. Et non, si on veut bien faire son gainage, il faut rétroverser le bassin, aspirer le nombril. Et déjà, faire un gainage sur les coudes avec le bas du dos creusé, on va tenir plus longtemps que sur un gainage classique et sans savoir forcément les abdos qui travaillent. Et un vrai gainage où on a le bassin bien placé, on va directement sentir les abdos. J'ai eu l'exemple il y a 2 ou 3 jours où j'ai un rugbyman qui a débarqué, Clément, désolé Clément, et qui il a mal un peu, sorte de pubalgie, etc. Donc il me dit j'ai un gros manque de gainage, je lui dis mets-toi un gainage sur les coudes, direct le bas du dos creusé et tout, alors qu'il est quand même semi-pro, enfin pro en Espagne mais semi-pro en France. Je lui dis non, c'est pas la bonne position pour. Donc je lui ai expliqué, bam, il se positionne et direct il a senti les abdos engagés et tout, et il a tenu 30 secondes quoi, sur un gainage coude classique quoi. Donc hypopressif et placement. Voilà, c'est indispensable. Et du coup après voilà, exo 3 en 1 comme on a fait une vidéo d'ailleurs gainage qui en présente quelques-uns où on bosse le gainage sans vraiment sentir qu'on bosse le gainage. Il y a plein d'exos qui existent. On va pas les détailler ici, mais voilà, où en fait il y a une action de la sangle abdominale qui est faite pour stabiliser le corps et on s'en rend pas forcément compte, et ça peut être un bon moyen de renforcer son gainage.
Et c'est plus ludique. Donc encore une fois, c'est pas une question d'exercice, de choix d'exercice, parce qu'on pourrait choisir un peu n'importe quel exercice de gainage coude, du holo, gainage latéral, mais c'est plutôt comment vous allez vous placer, comment vous allez aspirer le nombril, comment vous allez gérer la respiration, etc. qui vont plutôt rentrer en compte. Et surtout quand on a mal au dos, c'est souvent des personnes qui sont sédentaires, peu musclées, qui ont des mauvaises postures. Donc voilà, il y a ces deux facteurs en plus en jeu et en compte. Après, quand c'est un athlète, ça peut être différent, ça peut être lié à des déséquilibres musculaires ou autre. Donc voilà pour la réponse du mal de dos. Du mal de dos. Après, si vous avez mal au dos, fini de rester dans le canapé, il faut aller en salle, on travaille le gainage, on travaille les lombaires, les fessiers, les adducteurs du rachis. Être actif. Voilà, il faut être actif. Le corps est fait pour bouger, pour être debout. On n'est pas fait pour être assis toute la journée dans le canapé et à rien faire. Donc attention au surpoids aussi, bien évidemment. La personne qui vous a posé la question, on ne sait pas si elle a un surpoids ou pas, mais le surpoids peut jouer aussi sur le mal de dos. Donc voilà. Petit message de prévention au passage. Bougez-vous le cul. Bouger, c'est la santé. Voilà, c'est ça. Next question. Quels exercices, encore quels exercices pour servir plus fort en volley, pour mettre des énormes patates. Et encore la même réponse, ça c'est pas tellement le choix de l'exercice qui fait qu'on va taper plus fort. Bah oui, mais c'est surtout la méthode. Voilà, servir plus fort en volley. Bon, on peut penser que ça serait principalement un travail au niveau du bras parce qu'on a vraiment un abaissement de la scapula, mais c'est un peu comme un raffut en rugby, c'est pas forcément le bras directement qui est au lien de la performance et de l'amélioration du service ou du raffut, ça va être plutôt la méthode choisie. Bien entendu, il faut développer la puissance musculaire sur l'amplitude et sur le mouvement. On va utiliser des mouvements balistiques. Donc, le mouvement balistique, c'est tout ce qui est mouvement avec vitesse et projection. Voilà, donc, il n'y a pas de limite dans le mouvement. En fait. On va vraiment jeter un objet. Voilà. On n'en a pas parlé sur la vidéo puissance, mais c'est vraiment un très bon moyen de développer. On va développer énormément de watts. Voilà, par exemple, on peut très bien prendre un ballon, faire des sortes de sit-up et le projeter sur un mur. D'ailleurs, on l'a fait sur la vidéo développer couché. Ah oui, développer couché. Développer couché où on a fait des slam, medball, GHD, sit-up. Donc ça c'est un très bon exercice par exemple pour améliorer son service au volley parce qu'il y a aussi cette notion de fermeture de la sangle abdominale qui rentre en compte. Donc voilà un petit peu comment on pourrait travailler. Donc pas d'exercice particulier, mais plutôt des méthodes. Mouvement balistique, développement de la puissance. Je vais rajouter stabilisation un peu de l'épaule. Ouais, stabilisation de l'épaule, ouais, exactement. Tous ces mouvements balistiques ils créent beaucoup de perturbations dans l'épaule, donc tout ce qui est stabilisation de l'articulation, c'est important. Ouais. On le voit parce qu'on joue au spikeball. Oui. Je sais pas si vous connaissez, mais vous tapez Roundnet sur internet. Donc c'est un petit jeu de réactivité, précision, explosivité, un cardio. Petit filet où on s'envoie la balle. Cardio. Oui, beaucoup cardio. Très cardio. Et du coup, en fait, donc on peut servir donc la petite balle. Voilà. On serre fort, on serre vite. Et c'est vrai que l'autre jour, du coup, j'ai voulu servir main gauche. Donc forcément, je suis droitier, donc j'ai pas forcément l'épaule peut-être aussi stable que la droite. Mais c'est vrai que le fait de mettre de la vitesse dans un mouvement, dans un angle qu'on n'a pas l'habitude de travailler, je me suis fait mal à l'épaule. Bon, rien de grave, mais voilà, c'est à noter, c'est à préciser, quoi. Il y a quand même une notion de vitesse et qui fait que voilà, si on n'a pas des rotateurs prêts, si on n'a pas une bonne stabilité de l'épaule, etc., le fait de déclencher une grosse vitesse et en plus l'impact avec la balle aussi, parce qu'il y a quand même un impact si qui pas fait une que ça grosse se balle bloque et qu'après il y a une réaction au niveau de l'épaule qui fait que voilà, on peut se blesser. Donc la stabilité de l'épaule c'est très très important. On a fait une vidéo sur l'épaule où on travaille la stabilité. On a fait une vidéo made in ATP pour une séance épaule. Ouais, c'est ça. Donc on vous l'envoie sur la vidéo aussi. Question pas facile. On nous demande un exercice de vélo, donc il n'y a pas de précision si c'est du BMX, du VTT ou du cyclisme, ou de la SoBike, ou de l'EcoBike, ou du bike erg, qui pourrait être directement bénéfique et un lien pour l'amélioration et le développement du sprint. Bonne question. Enfin, bonne question. Je pense que là, il faudrait faire carrément une thèse là-dessus. C'est ça. En fait, il va falloir que les athlètes se mettent en tête quelque chose par rapport au travail de sprint et de vitesse. C'est que pour être meilleur sur un sprint, il faut travailler
Ben, Le sprint. Le sprint. C'est tout con, mais en fait, voilà, la tâche n'est pas la même que ce soit en vélo ou en sprint. Donc, moi, j'aurais tendance à bosser voilà, la vitesse sur l'action en fait, que l'on veut travailler, donc le sprint. Après, on en a discuté un petit peu, mais on peut y avoir des méthodes qui peuvent être mises en place sur un vélo pour développer voilà, une qualité qui pourrait se transférer peut-être à du sprint. Si on fait du 800 mètres course à pied, ou, voilà, il y a quand même une notion énergétique qui rentre en compte voilà, et qui peut être développée en faisant du vélo par exemple. Mais voilà, je crois que voilà, la question est répondue. Elle est répondue. Voilà, et puis bon, entre le vélo et le sprint, il n'y a pas la même fréquence, il n'y a pas la même amplitude, donc voilà. Si vous voulez améliorer votre sprint, bossez la puissance. Voilà, on bosse la puissance, on bosse spécifique sprint. Voilà, spécifique au sprint. Là, la question, c'est un peu quel exercice de escalade on pourrait donner pour améliorer directement la performance du sprint au golf. Donc, voilà, il peut y avoir des fois des activités qui se croisent avec une relation, et on peut utiliser une méthode dans un sport pour hop, l'appliquer dans un autre sport. J'ai pas d'exemple en tête là, mais pourtant je l'ai eu fait, mais ça peut arriver, ça peut être intéressant. Mais là, en l'occurrence, vélo et sprint, c'est voilà, une activité portée avec une activité tractée, propulsée sur piste. Voilà, c'est très très compliqué. Voilà pour la réponse du vélo. Dernière question, donc ce sera sur la nutrition. On nous pose la question suivante: faut-il prendre un shaker de prot tous les jours, même les jours off, donc les jours où on ne s'entraîne pas? Bah, déjà, la réponse pour moi, ça serait pourquoi prendre un shaker? Parce qu'il y a vraiment besoin de prendre un shaker. Avec une bonne alimentation, il n'y a pas forcément besoin de prendre un shaker. Après, tout dépend le sport pratiqué et l'intensité de la pratique de ce sport. Si on prend je sais pas moi, un crossfitter qui s'entraîne 2 fois par jour, si on prend un rugbyman qui a les entraînements techniques, tactiques, la préparation physique, si on prend un triathlète, voilà, des sports où il y a un gros volume d'entraînement et une grosse dépense énergétique. Le shaker peut être une solution pour amener plus de cale et faciliter on va dire le maintien du poids, une prise de masse ou l'apport calorique pour bien récupérer. Après, il faut penser aussi que c'est pas forcément l'apport calorique qui va être important avec le shaker, c'est plus l'apport en prot en fait. La prot va permettre de récupérer, mais on peut la trouver autre part. On peut la trouver autre part, voilà. Si on fait de la musculation, on s'y va tout simplement en salle, etc. Voilà, là, il vous faut 1 gramme de prot par kilo de poids de corps, 80 grammes sur la journée. Si vous faites 80 kg, juste sur un maintien, on n'est pas dans une notion de prise de masse, etc. Ouais. Mais c'est largement suffisant. Et si vous mangez 2 œufs le matin, de la viande le midi et le soir, en collation, on essaie de caler une petite source de protéines, du jambon blanc, etc. Normalement, on y arrive largement, quoi. Donc, on est un peu aussi dans le culte il faut 2 kg, 2,5 grammes par kilo de poids de corps. C'est fait des quantités astronomiques de protéines. De toute façon, on sait que le corps il peut pas absorber plus de 2,2 grammes absorber, et puis ça vient un petit peu aussi du monde du bodybuilding et des salles de muscu où c'est des vieux préjugés et stéréotypes où il faut se gaver de prot, etc. parce que les culturistes pro ils font et qui sont volumineux. Ce que les gens oublient, c'est que les mecs sont chargés comme pas possible et que du coup ils ont une capacité d'absorption des protéines qui est beaucoup plus importante. Donc voilà, ça rentre aussi en compte. Mais pour une personne lambda, déjà, c'est pas le checker que je recommande en premier, c'est bien manger et manger correctement. Et ensuite, voilà, si la personne s'entraîne bien et beaucoup, on peut conseiller un checker, mais voilà, c'est un plus. C'est un plus. D'abord la nutrition, le sommeil et ensuite les extra. Nutrition, sommeil, hydratation. Ça, ce sont des choses. Même l'entraînement en soi, c'est pas parce que si vous voulez prendre de la masse et tout, il suffit pas de prendre un checker, de s'asseoir dans son canapé. Il faut après aller derrière pousser et s'entraîner. Et voilà, donc il y a plein de choses à optimiser avant de passer sur l'utilisation du checker, qui est quand même un produit industriel et transformé, où des fois ça peut venir d'usines un peu douteuses où la qualité, etc. Bon, voilà. Je pense pas que c'est un peu de dépense d'argent. Il y a tellement de choses à optimiser avant de prendre un shaker que
Ouais, voilà. que c'est pas forcément indispensable. Il faut sortir de ce côté marketing des salles de muscu qui du coup prennent la protéine et les sites aussi parce que ça leur fait Forcément. des sous en plus des abonnements des adhérents et des clients. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant de se jeter sur les prods. Après, on peut quand même essayer de répondre à la question. Même les jours. Admettons que la personne elle a tout optimisé, que tout est bien et qu'elle veut prendre de la masse. Ouais, le checker peut rentrer en compte, on peut en prendre un dans la journée, ça fait un apport calorique, ça fait une source de protéines en plus, on augmente son ratio grammes par kilo poids de corps. Même un jour off du coup. Et après un jour off, moi je pars du principe que si sur la semaine il faut tant de cales pour être en surplus calorique et prendre de la masse, et que si sur les jours off il faut le prendre, voilà, on le prend, c'est pas un souci quoi. Donc, nous on peut prendre 4 tranches de jambon blanc, on aura la même dose, c'est pareil. Hein. Juste plus dur à avaler. Voilà. Faut bien se mettre en tête aussi, et ça c'est bien de le rappeler, que la protéine n'a rien de miraculeux. La protéine c'est juste une solution facile pour prendre une dose de protéine. Donc si tu as la flemme de te faire 4 œufs et de les manger à 16 heures, tu te prends un shaker. Mais si tu as la fois de manger un steak haché, une boîte de thon ou 4 œufs à 16 heures, mange ta boîte de thon à 16 heures, ça passe largement quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui écrivent déjà sur Insta, qui me demandent quel type de protéines prendre, d'autres qui veulent à tout prix. Voilà. Donc, la protéine, il n'y a rien de miraculeux. C'est pas parce que vous prenez de la prot que vous allez ressembler à Schwarzy demain matin. Donc enlevez-vous cette fausse image. Ok, c'est good pour le question-réponse. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont envoyé leurs questions. C'est très gentil à vous. Nous, on a pris du plaisir à y répondre. Ouais. Merci à vous de nous suivre sur YouTube. On s'est lancé dans ce projet il y a 3 mois de sortir une vidéo par semaine. On les tourne avec plaisir. On sort des thématiques un peu au feeling et à l'envie. Après, si vous avez des recommandations, des sujets que vous aimeriez aborder et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, ce qu'on a envie, c'est de partager. Donc, on a envie de partager, d'aborder des sujets qui plaisent et qui vont vous intéresser et qui vont vous permettre d'interagir avec nous et de poser vos questions, de réagir, de nous corriger peut-être aussi. Il y a des choses que vous ne comprenez pas et qui ne vous plaisent pas. Et donc, voilà, on est vraiment dans l'échange et dans cette notion d'apprentissage et de transfert du savoir, entre guillemets, on pourrait dire. C'est ça. Donc voilà un petit peu. Merci encore à tous. Merci de nous encore à suivre. tous. Et puis on continue tant qu'on n'est pas arrivé à 100 000 abonnés. Donc, Hashtag le 100 000. On ne cherche pas forcément les abonnés, on va dire qu'on fait ça vraiment pour le plaisir et pour transférer le savoir et populariser la préparation physique et des choses qui sont un peu obscures entre guillemets. Ouais, où il y a peu de ressources au final françaises qui discutent de ces sujets-là. Donc ouais, c'est ça. Si on peut apporter notre pierre à l'édifice. On est beaucoup muscu en France. Une vidéo comment avoir de gros pecs, ça c'est sûr, ça marche. Mais bon, au final, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour des sportifs, des athlètes, des sédentaires. Il y a d'autres choses, comme notre vidéo gainage, qui sont, il y a des notions qui sont importantes et indispensables. Voilà, c'est faire tomber les stéréotypes, échanger les mentalités. Ou partager notre vision de la préparation physique, aussi, tout simplement. Aussi. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se voit jeudi prochain. Vous nous voyez dimanche, mais nous on tourne jeudi. Ciao.